Publicité, politique, réseaux sociaux, on est constamment sous influence. Mais comment ça fonctionne au juste? Aujourd'hui, on va plonger au cœur des stratégies modernes qui façonnent nos perceptions et finalement nos décisions. Cette question peut sembler un peu extrême, n'est-ce pas? Et pourtant, elle est au cœur de notre sujet. Est-ce que l'esprit humain, notre espace le plus intime, est devenu la nouvelle frontière des conflits modernes? Voici le plan de route. D'abord, on va définir ce qu'est cette fameuse guerre des esprits. Ensuite, on explorera le manuel des techniques psychologiques, puis on verra comment tout ça s'applique dans l'économie et la culture. On découvrira comment des réalités entières sont façonnées, et on terminera avec quelques pistes pour s'y retrouver. Allez, on commence par le commencement, définir le champ de bataille. Qu'est-ce qu'on entend exactement par guerre des esprits? Ou, pour utiliser le terme plus technique, guerre cognitive. Alors là, il faut faire une distinction vraiment cruciale. La guerre cybernétique, on la connaît un peu. Elle attaque les machines, les infrastructures. Mais la guerre cognitive, elle cible directement l'humain. Le but, ce n'est plus de pirater un serveur, c'est de manipuler la pensée, de modifier les perceptions. Ici, l'arme, c'est l'information, et le champ de bataille, c'est notre cerveau. Et où est-ce que cette guerre se déroule principalement? Eh bien, sur les réseaux sociaux. D'après une analyse du ministère de la Défense chinois, il y a 4 grandes tactiques. On perturbe le flux d'infos, on lance ce qu'ils appellent des compétitions discursives avec des armées de trolls pour imposer un récit, on sature l'espace médiatique pour noyer les autres opinions, et parfois même on bloque carrément l'information de l'adversaire. C'est une stratégie complète pour reconfigurer le paysage mental d'une population. Bon, maintenant qu'on a défini le terrain de jeu, passons aux armes. Quelles sont les techniques psychologiques très concrètes qui sont utilisées pour nous influencer à un niveau individuel? Un grand classique, la technique du pied dans la porte. Le principe est tout simple. On commence par une toute petite demande, un truc facile à accepter. Une fois que le premier oui est obtenu, une demande bien plus importante est formulée. Et là, psychologiquement, ça devient beaucoup plus difficile de refuser. C'est redoutable pour obtenir un engagement qui va crescendo. L'amalgame cognitif, c'est encore plus subtil. L'idée, c'est de créer une association, même si elle est complètement illogique, entre une cible et une image très forte, qu'elle soit positive ou négative. Notre cerveau conscient se dit « Attends, ça n'a aucun sens ». Mais au niveau inconscient, il reste une trace, une petite connexion s'est faite, et elle peut influencer notre jugement, sans qu'on s'en rende compte. Alors, c'est quoi les ingrédients d'un message qui fait mouche? Une étude a identifié quelques éléments clés. Des détails bien spécifiques, ça donne un sentiment d'authenticité. Des exemples clairs, ça rend les choses concrètes. Citer des sources, ça renforce la crédibilité. Et surtout, la répétition. Marteler un message, ça finit par l'ancrer dans les esprits. Mais attention, l'influence ne se limite pas aux messages en ligne. Loin de là. On va maintenant passer à des arènes beaucoup plus vastes, celles de l'économie et de la culture, et là, les enjeux sont colossaux. Cette citation, elle illustre parfaitement ce qu'on appelle le lawfare, c'est-à-dire la guerre par le droit. En gros, un pays utilise son propre système juridique comme une arme économique. En imposant ses lois au-delà de ses frontières, par exemple à travers l'usage de sa monnaie, il peut sanctionner des entreprises étrangères et, bien sûr, servir ses propres intérêts stratégiques. Le soft power, ce n'est pas juste une vague attraction culturelle. Non, ça peut être une véritable stratégie offensive, en 3 phases. D'abord, on fait tomber les barrières. Ensuite, on sature le marché culturel avec ses propres produits, ses films, sa musique, et l'objectif final, l'assimilation. C'est-à-dire façonner l'environnement mental de la cible pour qu'elle adopte petit à petit une autre vision du monde, une autre identité. Prenons un exemple très concret de guerre économique. Photonis, c'est une pépite technologique française, leader mondial de la vision nocturne. Elle a bien failli être rachetée par un grand groupe américain. L'enjeu était si stratégique qu'il a fallu une intervention au plus haut niveau de l'État pour préserver cet actif et trouver une solution française. Autre cas, autre tactique. L'entreprise Total en Birmanie a été la cible d'une campagne de déstabilisation très intense. En utilisant des ONG et des relais médiatiques, l'objectif était simple. Attaquer sa réputation pour la forcer à abandonner un projet majeur et potentiellement laisser le champ libre à des concurrents. Et là, on monte encore d'un cran. On arrive au niveau le plus ambitieux de l'influence. Il ne s'agit plus de changer une opinion sur un sujet, mais carrément de transformer la perception même de la réalité. Et ça, c'est un jeu qui se joue sur le très long terme. Il existe un outil assez fascinant pour ça, les Serious ARG, ou jeux en réalité alternée. Ce sont des expériences immersives qui mélangent la fiction et le réel pour impliquer les participants sur des enjeux très concrets. L'idée, en gros, c'est de leur faire vivre une crise pour les amener à réfléchir et à agir différemment.
Et ça marche, le jeu World Without Oil a simulé une crise pétrolière mondiale pour sensibiliser à l'écologie. I Love Bees, c'était une campagne de marketing viral incroyable pour un jeu vidéo. Et même la Croix-Rouge a utilisé un ARG pour faire comprendre ce que vivent les civils en temps de guerre. Ces jeux ne sont pas anodins, ils façonnent vraiment les perspectives. Mais, et c'est un mais crucial, l'influence la plus profonde, ce n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus très long. Il faut bien faire la différence entre un ancrage durable et une simple mode passagère. Pour qu'une idée transforme vraiment une société, elle doit être cultivée, entretenue sur des décennies. Prenez l'exemple du développement durable. Ce concept n'est pas apparu du jour au lendemain. C'est le résultat d'un travail stratégique mené sur plus de 40 ans. De la conférence de Stockholm en 72, poussée par des figures comme Maurice Strong, jusqu'aux objectifs de l'ONU qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'exemple parfait d'un ancrage conceptuel réussi. Bon, après avoir exploré tous ces mécanismes, que doit-on retenir de tout ça? Comment on peut développer un regard critique face à ce flot constant d'informations et de tentatives d'influence? Le point crucial à comprendre, c'est que cette guerre de l'influence, elle se joue sur plusieurs fronts en même temps. Il y a le front cognitif, qui vise directement notre esprit, le front économique, qui utilise le droit et la finance, le culturel, qui modèle nos valeurs, et enfin, le front conceptuel, le plus lent, mais peut-être le plus puissant, qui définit les grandes idées de notre époque. En fin de compte, être conscient de ces règles du jeu, c'est la première étape. Ça ne donne pas toutes les réponses, évidemment, mais ça permet de poser les bonnes questions. La prochaine fois qu'on lira une information, qu'on regardera un film ou qu'on entendra parler d'un nouveau concept, peut-être qu'on y verra quelque chose de différent. Le monde, alors, se lit avec un nouveau regard.